le son. Allez, on commence. Bonsoir à tous. Ce soir, une présentation en webinar virtuel. Alors, c'est bien le nouvel ordre mondial qui s'exprime encore ici. C'est-à-dire que les réunions où on peut se rencontrer, on peut parler face to face, c'est de l'ordre du passé. Et aujourd'hui, on utilise avec beaucoup aussi d'aisance, mais quand même, ça a cassé un peu quelque chose qui est essentiel à l'être humain, c'est le lien social. Donc, on va faire avec. Je suis heureux ce soir de partager avec vous. Une de mes passions, c'est le visage, et dans cette passion, il y a les injections. Et donc, c'est le thème de notre émission, de l'émission de la clinique Delmar, c'est les fillers. Alors, dans les fillers, j'englobe bien évidemment tous les injectables d'acide hyaluronique dont on va parler et les autres, mais aussi la toxine botulique. Donc, laissez-moi me présenter, Henri Delmar, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'exerce, je suis chirurgien plasticien et j'exerce à la clinique Delmar qui se situe au Cap d'Antibes, et toute mon équipe et moi-même sont heureux de vous y accueillir et de parler de la beauté dans un lieu que j'apprécie particulièrement. Pour toutes vos questions, vous n'hésitez pas. Vous les posez à l'endroit où la flèche vous montre un petit tag et vous écrivez votre question. Elle va apparaître et à la fin de la conférence, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, de quoi allons-nous parler? La première chose, c'est comment vieillit-on? Parce que vouloir rajeunir, et encore le mot est puissant, puisque est-ce qu'on rajeunit vraiment? Mais tout au moins, si on veut améliorer un visage, faut-il comprendre comment le vieillissement agit sur notre face et sur notre cou. La deuxième question qui est récurrente, hein, il n'y a pas une consultation sans qu'un patient me dise « mais je ne veux pas avoir l'aspect pas naturel. Je veux que personne ne le voit, que ce soit très naturel. » Parce que, tout simplement, nous voulons rester nous-mêmes et nous avons une identité que nous voulons respecter. Pour ce faire, le médecin doit évaluer le visage. Évaluer le visage de façon structurelle, dans ses points forts et ses points faibles, mais aussi comment le vieillissement a pu agir sur ce visage et quelles sont les meilleures options, et donc définir un programme qui va permettre d'améliorer la situation actuelle. Nous allons parler des différents produits que nous pouvons injecter et surtout de quelle manière. Et vous allez voir que les zones traitées sont multiples. En fait, il n'est pas une zone du visage qui ne peut pas être ne pas traitée. Donc, il faut des programmes pour donner de l'ordre dans tout ça. Et quelques résultats illustreront les possibilités de ces injections. Alors, nous avons des stars que nous avons connues pour les plus âgés d'entre nous, jeunes et plus âgés. Et on peut constater qu'il n'y a pas que les rides qui parcheminent notre visage, mais il y a aussi de l'affaissement, il y a aussi des creusements, il y a aussi des transformations au niveau de la structure, de la forme générale du visage. Et Al Pacino, on voit, est animé par des rides, mais aussi par de l'affaissement au niveau du tiers moyen. Et Daniel Craig, lui, alourdit son visage. Son visage s'est vraiment alourdi dans la partie inférieure. Et même son sourcil, qui était déjà un peu bas quand il avait 20 ans, est encore tombé.
Là, Clint Eastwood montre des rides, ça c'était attendu. Non seulement il est fumeur, mais il avait un visage qui était assez squelettique, c'est-à-dire assez creux. Et quant à David Bowie, il était anorexique et ben, il a pris un peu de poids et d'embonpoint et ça s'exprime au niveau de la forme du visage au global. George Clooney, il restait pas mal, hein. Certainement a-t-il été aidé par la médecine, mais son visage quand même reste un peu plus lourd qu'il n'était quelques années auparavant. Et c'est la même chose pour Harrison Ford. J'enlève les petites étiquettes. Voilà. Harrison Ford, on voit bien l'affaissement du bas du visage et le regard qui s'était un peu éteint. Donc on comprend bien qu'on ne peut pas agir de la même façon pour toutes ces personnes, pour plein de raisons, mais surtout, c'est que le mode de vieillissement n'est pas équivalent pour nous tous. Henry Winkler, ou Winkler, si j'essaie d'utiliser mon mauvais accent anglais, eh bien, on voit bien cet alourdissement, hein. C'est un visage qui est lourd, empâté vers le bas. Et là, bien évidemment, on va éviter d'utiliser des injections qui vont être volumateurs. Pourquoi? Parce que ça va ne faire qu'alourdir. Et pareil pour Mel Gibson, on voit bien cet alourdissement du visage. Donc, ça, ce sont des, des images qui sont assemblées, qui sont digitalisées par un photographe de talent, puisqu'on a l'impression que les deux se côtoient alors qu'il y a quand même quelques décennies qui les séparent. Michael Fox, alors on le reconnaît, hein, il a l'air d'un adolescent attardé et puis d'un vieux un peu jeune, mais quand même, ce qui illustre son vieillissement, c'est cet alourdissement prévisible au niveau du regard et l'alourdissement du bas du visage qui manquait de structure pour retenir l'excès des tissus qui allait apparaître avec le temps. Mick Jagger et ses magnifiques rides, pourquoi? Parce qu'il était squelettique et que cette squelettisation qui est conservée avec le temps s'est transformée, l'excès de peau va créer ces rides profondes avec une peau épaisse, bien évidemment. Paul McCartney, on voit bien que cet aspect, cette forme très triangulaire du visage, du bas du visage, a disparu avec le temps pour devenir véritablement un rectangle. Et même chose pour Pierre Brosnan, qui reste quand même un bel homme. Certes, il était déjà très beau quand il était un jeune premier, mais on voit bien que ce côté très angulaire au niveau de l'angle a disparu avec un visage qui est devenu long, beaucoup plus long, rectangulaire et un peu lourd. Alors on voit bien entre un beau mec, Richard Gere, et un moins beau mec, Robert De Niro, eh ben, le vieillissement ne les arrange pas parce que Richard Gere, plus vieux, même s'il a fait des choses, quand même vieillira mieux que Robert De Niro, qui non seulement ils n'ont pas certainement le même mode de vie, mais à l'origine, ils n'étaient pas gâtés de la même façon. Quand on va au côté de féminin, je parle des stars, hein, bien sûr. Comme elles ont presque toutes fait quelque chose, nous allons constater, pour notre plus grand étonnement, qu'elles sont, à la cinquantaine, presque tout aussi belles qu'elles ne l'étaient à 20 ans. Hormis la reine Elisabeth II, qui bon, est certainement plus âgée et a certainement moins fait appel à la médecine. Mais Elisabeth II, on voit bien cette lourdeur du visage caractéristique de la personne du quatrième âge. C'est cette lourdeur vers le bas, ces tissus avec une peau très fine qui a du mal à contenir un peu la forme du visage. Julia Roberts, c'est un modèle de beauté euh, qui a passé les décennies et qui reste tout aussi belle. Céline Dion, elle est même plus belle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle avait un visage très long, peu harmonieux, très déséquilibré, et en fait la médecine lui a permis de retrouver un équilibre au niveau du visage. Et Courtney Cox, elle est restée tout aussi belle qu'elle ne l'était à 20 ans. Pareil pour Carrie Fisher. On voit bien Carrie Fisher qui a plus à 70 ans, garde un visage quand même tout. Bien sûr, elle ne fait pas 40 ans, elle fait la soixantaine,
mais elle garde un visage harmonieux. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur quelque chose dans lequel beaucoup de monde font l'erreur. Quand je dis beaucoup de monde, c'est aussi bien les patients dans leurs demandes que les médecins dans leurs actions. C'est de penser qu'on rajeunit vraiment. On a l'aspect plus jeune, mais on ne rajeunit pas vraiment. Le rôle de la médecine et de la chirurgie esthétique est bien plus subtil que ça. D'abord parce que quand on a 60 ans, nos artères, nos muscles, notre peau a 60 ans et on aura beaucoup de mal à vouloir le changer. Deuxièmement, la puissance de la chirurgie et de la médecine esthétique, elle est à travers l'amélioration de notre apparence, d'améliorer notre personne et dans le détail, notre confiance, notre estime de soi, notre vision de nous-mêmes et notre amour de nous-mêmes. Donc c'est ça que l'on va jouer. Et on voit très bien à droite Britney Spears, qui c'est que 20 ans qui séparent ces deux photos, mais elle paye ses addictions et cette indiscipline qu'elle a pu avoir dans sa vie avec ses addictions, ses mal-être, etc. Et ça s'exprime au niveau du visage. Elle a fait moins attention que les autres et du coup, son visage aujourd'hui reflète ce qu'elle a été. Nicole Kidman, pour parler de moi et de mes sentiments, je n'aimais pas du tout le physique de Nicole Kidman et puis je l'ai vue dernièrement dans un film, je l'ai trouvée somptueuse parce que son visage s'est adouci, il est moins agressif, le regard est plus éclairé, les formes du visage sont plus douces, elle avait beaucoup de froideur et aujourd'hui, grâce à la médecine, elle a amélioré son aspect et le vieillissement a amélioré la forme de son visage. Madonna, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire elle a payé l'excès de la médecine, c'est-à-dire que c'est trop injecté, donc ça rend ses visages beaucoup trop lourds. Alors, il y a moins de rides, mais encore une fois, le zéro ride ne veut pas dire plus jeune. La preuve, Madonna, elle a presque pas de rides, elle est gonflée, elle ne fait pas plus jeune. Et enfin, pour finir, ce qui caractérise le vieillissement de ces deux acteurs qui n'ont pas beaucoup fait appel à la chirurgie ou à la médecine esthétique, c'est la longueur de la lèvre. Pour vous dire que bien sûr, on a des solutions chirurgicales pour diminuer cette longueur qui pèse avec le temps, mais c'est surtout pour avertir que le fait d'injecter des lèvres qui sont plus longues va créer une lèvre plus lourde et pas forcément plus belle. Donc, les injections, c'est vraiment de très très belles techniques, mais il ne faut pas en abuser. Il faut les utiliser avec beaucoup de critiques et surtout le manier avec beaucoup d'élégance. Quand je dis élégance, c'est-à-dire savoir, un, avoir un vrai programme de traitement et deux, le savoir utiliser avec peu de volume, ne pas être trop ambitieux. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de comment éviter les résultats pas naturels. Il faut respecter bien sûr l'harmonie et la mimique. Alors, vous allez me dire, mais bon, c'est bien joli, mais comment on fait pour reconnaître l'identité d'un visage? Déjà, nous avons la reconnaissance faciale dans nos portables qui, avec une vingtaine de caractères, arrivent à identifier une personne. Et bien, notre cerveau fait quelque chose avec beaucoup plus de subtilité. Lui, il en prend 50. Et sur chaque caractéristique de visage, il y a un noyau moteur qui communique entre eux. Ces 50 noyaux, il y en a 25 qui sont dédiés à la forme du visage, la distance entre les yeux, la largeur du visage, la hauteur, etc. Et 25 sur l'apparence, la couleur, la texture de la peau, la couleur des cheveux, la forme des cheveux, etc. Et c'est la combinaison de ces 50 paramètres qui vont créer l'identité d'une personne. Telles les trois couleurs fondamentales, le rouge, le bleu et le vert, qui vont créer, c'est plutôt le jaune d'ailleurs, qui vont créer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ceci, identité créée, l'identité faciale, vous l'animez avec une dynamique faciale. Dans la dynamique faciale, il faut entendre deux choses. C'est la façon dont nos tissus du visage vont bouger grâce à nos muscles, mais aussi la façon dont notre cerveau va ordonner cette dynamique. C'est ça qui fait la personnalité et qui crée cette identité. Et là, au médecin, de pouvoir l'identifier et surtout de ne pas le dénaturer.
Donc, une première recommandation, c'est d'éviter d'injecter trop. Donc, j'essaie de me limiter, ce qui n'est pas toujours vrai, mais c'est quand même rare, je le dépasse. Les 5 seringues, entre guillemets, ça fait 5 ml par session. Et puis, on est toujours à temps de venir un mois après pour faire une deuxième séance pour en faire plus. Mais trop, ce n'est pas toujours mieux. Nous avons plusieurs stades d'évaluation d'un visage et d'une profiloplastie. Ça se fait en 4 étapes. La première étape, c'est la qualité de la peau. On ne peut pas faire l'impasse sur l'évaluation de la qualité de la peau. Est-ce qu'elle est oxydée? Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est sèche? Quelle est sa texture? Est-ce qu'elle est grasse? Est-ce qu'elle est couverte de taches? Est-ce qu'elle a une pigmentation différente? Quel est son phototype? C'est-à-dire quelle est la couleur de la peau? Est-ce qu'elle est très claire? Est-ce qu'elle est très foncée? Est-ce qu'elle est noire? Asiatique? Donc, des peaux avec des qualités différentes et qui auront bien sûr des épaisseurs et des réponses au traitement différents. Le deuxième, c'est le mode de vieillissement. Est-ce que le vieillissement se fait en se creusant, ce qu'on appelle la squelettisation, ou est-ce que c'est un affaissement? Ça veut dire que les tissus tombent, et c'est ce qui est au premier plan. On va le voir un peu plus tard sur quelques exemples. Est-ce que c'est un empattement? C'est-à-dire que le visage aura pris plus de volume. La structure, c'est surtout ce qu'était le patient dans ses jeunes années. C'était quelle est sa biométrie, c'est-à-dire l'aspect qu'elle avait de face, quel était son profil et sa profiloplastie, c'est-à-dire les équilibres entre les différentes unités esthétiques. Et bien sûr, avec le vieillissement, ces différents équilibres disparaissent modérément ou de façon importante, et c'est ce qu'il faut prendre en compte. Et enfin, ce qu'on appelle le raffinement, c'est-à-dire situer les rides statiques, c'est-à-dire qui restent malgré que le visage ne s'exprime pas, ou dynamiques quand le visage s'exprime. Si vous êtes très observateur, ce que je ne doute pas, vous constaterez que les rides sont à la fin de cet algorithme, de cet arbre décisionnel. Alors qu'une patiente arrive toujours, enfin, excusez-moi pour le toujours ou jamais sont les mots de l'amour, pas de la médecine, mais trop souvent, les patientes arrivent par le signe ride. Or, je viens de le dire, la ride, c'est un signe qui exprime des déformations du visage avec le temps. Et que si vous traitez que la ride, vous passez à côté de l'essentiel, c'est le visage dans sa globalité. Alors, qu'est-ce que c'est le mode de vieillissement? C'est est-ce qu'on se creuse la squelettisation? Vous voyez que là, on a perdu le volume, c'est vraiment creusé, alors qu'ici, on s'est plutôt affaissé, c'est-à-dire le volume global est au moins équivalent à ce qu'il était il y a 20 ans, mais il s'est affaissé. Ou alors, est-ce qu'il y a eu un empattement, c'est-à-dire que le visage a pris du volume. La biométrie frontale signifie la façon dont on observe le visage de face. Alors, là aussi, il y a plusieurs décisions. La première décision, c'est d'évaluer les pommettes. Est-ce que les pommettes sont creuses? Est-ce qu'elles sont tombantes? Et quelle est la priorité de l'un par rapport à l'autre? Si elles sont creuses, on va privilégier les volumateurs, les acides hyaluroniques. Si elle est tombante et que le volume est suffisant, eh bien, on va mettre des fils qui vont repositionner la pommette sans augmenter son volume présent. La deuxième décision, c'est la largeur du visage qui est donnée par deux choses, le zygoma qui est le prolongement de la pommette latérale et par l'ovale, par le rebord mandibulaire. C'est ça, ces deux points fondamentaux qui vont donner la largeur du visage, qui se creuse avec le temps. La position des sourcils, est-ce qu'ils sont hauts, est-ce qu'ils sont bas? Parce que là aussi, notre idée reçue, c'est que le sourcil n'est pas forcément plus bas avec le vieillissement. Si vous regardez bien
Les personnes plus âgées, vous verrez que le sourcil a tendance à monter dans sa partie interne. Pourquoi? Parce que comme il y a beaucoup d'excès de peau, ben, le muscle frontal, ce muscle qui est en haut, va donner l'ordre de remonter le sourcil pour ouvrir son champ visuel. On va regarder la forme des yeux. Est-ce que la forme s'est changée avec le temps? Est-ce que l'œil est un peu plus rond? Et puis aussi quelque chose que l'on oublie trop, c'est la position des tempes. Souvent avec le temps, les tempes se creusent et le fait d'avoir une tempe écrasée ben, crée une disharmonie avec la totalité du tiers supérieur, du tiers moyen, du tiers inférieur. Disharmonie qu'il va falloir rattraper si l'on veut éviter cet allongement du visage qui est donné par le temps. La profiloplastie, c'est-à-dire l'étude du profil ou la biométrie de profil, 3 photos, une caucasienne, une asiatique, une africaine. Personne d'entre nous ne qualifierait la caucasienne, l'asiatique ou l'africaine de plus ou moins belle. Elles sont toutes les 3 très belles. Et pourtant, elles ont des profils différents. Si vous regardez bien, la position de ce que l'on appelle, la ligne de Rickett, eh bien, ce n'est pas la même. Chez la caucasienne, les lèvres supérieures sont plutôt en dedans. Chez l'asiatique, elles vont commencer à sortir de cette ligne, alors qu'elle est beaucoup plus... elle ressort de cette ligne chez l'africaine. C'est dû à plusieurs choses. La structure osseuse, bien sûr, est en relation avec ça, mais aussi l'épaisseur des tissus. Et avoir l'audace de vouloir rendre caucasien l'idéal féminin est une erreur dans laquelle je ne tomberai certainement pas. Il faut respecter l'ethnie et ne pas vouloir faire des Caucasiens des Africains et des Africains des Caucasiens. D'ailleurs, c'est plus que pas beau, c'est pas naturel et soyons simples et gardons ça en tête. Donc, on va observer de profil la projection du nez, la projection du menton, la projection des lèvres, et de là définir si nous sommes dans un profil qui s'est aggravé avec le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'optimiser, c'est qu'il faut pas, il faut. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, c'est pour ça que j'hésitais, mais je ne vais pas hésiter. En fait, je vais en parler. Vous entendez beaucoup parler du nombre d'or et surtout du canon esthétique. La vache espagnole que je suis quand je parle anglais est en harmonie parfaite avec la vache indienne, qui est une de mes amies, imminente dermatologue internationale, qui est américaine. Et nous pensons la même chose, c'est-à-dire qu'il faut combattre les dogmes du nombre d'or, les dogmes du beau standard qui nous amène à utiliser les critères, les canons esthétiques comme des nombres obligatoires. Et ce n'est pas vrai. Nous devons nous libérer de ça. Chaque visage s'identifie à une identité, on en a parlé, et le cerveau reconnaît ça. Et vouloir changer ça ne rend pas forcément plus beau, point numéro un. Parfois oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Deuxièmement, ça entraîne une transformation, c'est-à-dire une perte de la reconnaissance, on n'est plus dans le naturel. Décision, on continue. C'était une petite discrétion, mais en fait, c'est un petit jeu avec mon ami Emma Sundaram. Et là, j'ai gagné un point, puisque c'est un jeu avec l'histoire de vache, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Continuons. Bien sûr, on va évaluer la position, le creusement du cerne, avec sa vallée des larmes, qui lui est adjacente. Est-ce que la lèvre blanche, c'est ça, hein, la lèvre rouge, c'est ça. Et la lèvre blanche, c'est ce qui est en dessous, au-dessus et en dessous. Et cette lèvre blanche, la question, c'est est-ce qu'elle s'est creusée? Souvent, elle se creuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une usure dentaire qui entraîne une différence, compétence de l'occlusion. Et puis aussi le front, est-ce que le front n'est pas plus plat, plus bosselé? Donc tout ça sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Et enfin, les différentes rides statiques et dynamiques. On va parler produits. Il y a 2 grandes familles de produits. À gauche,
la toxine botulique, communément appelée Botox. À droite, les volumateurs, qui sont représentés par les acides hyaluroniques ou les inducteurs tissulaires, mais on va plus se concentrer sur les acides hyaluroniques. À ma gauche, le Botox, la toxine botulique, c'est un médicament qui va interagir entre le bout de l'axone, qui est un bouton, avec le muscle qui se trouve ici et qui va empêcher la libération, qu'on appelle l'acétylcholine. On ne va pas trop compliquer l'histoire, ce qui fait que quand il y a une stimulation du nerf, eh bien, le muscle ne réagit pas. Et donc, eh bien, ça diminue le tonus de base. Et en fait aussi, juste pour réagir sur elle est botoxée, elle a un aspect pas naturel. D'abord, le Botox, ça n'est pas volumateur, donc le Botox ne crée pas des visages plus gonflés, point numéro 1. Point numéro 2, elle peut figer un visage. Mais c'est au médecin de doser entre 0%, c'est-à-dire pas d'action, et 100% trop d'action. Ou parfois, c'est nécessaire beaucoup d'action. Mais c'est au médecin de doser la quantité de produit pour diminuer la force du muscle. Et ça diminue la force en tonus basal, c'est-à-dire sans expression ou lors de son expression. Pour aller un peu plus loin, quand on vieillit, le tonus basal monte. Pourquoi il monte? Parce que les muscles, les attaches musculaires ne sont plus aux mêmes endroits. Donc le muscle a besoin de se contracter pour rattraper la tonicité de base qu'il a besoin pour avoir une action efficace. Et donc, le fait de se contracter fait comme l'accordéon qui se contracte. Les plis deviennent des rides avec le temps. Et donc, la toxine, le Botox, va redonner un tonus de base initial à ce muscle qui va donc diminuer, qui va donc retrouver son tonus basal. J'étais en train de penser à autre chose, excusez-moi. Je voyais que la lumière n'était pas très bonne. Donc, on décide, hein, le Botox, c'est quelque chose qui se mesure et se prend avec beaucoup de technicité. On va le voir un peu plus loin. L'acide hyaluronique, les volumateurs, ce sont des éponges à eau qui se trouvent naturellement dans nos tissus. Quand je dis tissu, c'est la peau et tous les autres organes. Sa production baisse de 6% par décennie, globalement, ce qui entraîne une perte de la tonicité de la peau et la formation des rides. D'où l'intérêt d'essayer de reconstituer notre capital d'acide hyaluronique, non pas par des injections, mais par notre organisme lui-même. Mais en tout cas, l'acide hyaluronique est le produit qui se rapproche le plus de notre acide hyaluronique naturel, sauf que l'acide hyaluronique est détruit très rapidement, en quelques heures elle est détruite, donc notre organisme en fabrique beaucoup. Et là, il y a des combinaisons chimiques qui font que c'est des plus grosses molécules et qui vont résister à la destruction. Et donc les molécules sont ou immenses, soit plus petites, et la taille de ces molécules va conditionner ce qu'on appelle la cohésivité et la viscoélasticité des produits et qui vont être utilisés à différents endroits du visage. Donc, c'est un choix. Il n'y a pas un acide hyaluronique pour tout. Dans chaque marque, dans chaque laboratoire, il y a une gamme d'acides hyaluroniques pour injecter des différentes parties du visage ou du corps. Les inducteurs tissulaires, en fait, ce sont des produits qui sont volumateurs par essence, puisqu'on injecte un volume, mais ça n'est pas le but, parce que la résorption de ces produits est assez rapide, mais elles vont laisser un tissu cicatriciel de plus ou moins bonne qualité en fonction des différentes marques de produits, et c'est elle qui va créer le volume. Comme on injecte, la toxine botulique, le Botox, vous voyez que les aiguilles sont toutes petites, on injecte dans le muscle, dans la bonne position du muscle, et en général, on ressort sans bleu. Il suffit que je le dise pour en avoir. Et surtout sans marque, parce que
le but, ce n'est pas d'être plus agressif. Alors que le but, ce n'est pas d'être agressif, ce n'est pas du tout le mot, c'est que c'est des techniques d'injection très simples. Ici, c'est une injection avec une canule. Donc, on a un acide hyaluronique, on décide de la qualité de l'acide hyaluronique et on va injecter dans la zone déterminée. Et vous voyez que c'est plutôt un nappage plutôt qu'un bolus dans ce cas-là, mais on peut aussi injecter l'aiguille pour faire un bolus, c'est-à-dire faire une petite partie de petite amas d'acide hyaluronique à un endroit donné par le biais des injections. Donc voici un cas. Donc c'est une patiente très squelettique. Ça, vous avez compris, on voit bien que ses joues sont très creuses et parce que ses joues sont très creuses, il n'y a plus de support et ça crée ces rides verticales très importantes. On voit que les lèvres sont moins importantes, elles sont très fines, certainement aggravées par un mauvais support dentaire que l'on vérifiera plus tard. Les pommettes sont de projection de bonne qualité et sont ovales aussi. Le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est un relâchement des tissus. Mais comme il y a un manque de support des tissus, il faut combiner les deux. Et enfin, un cerne qui est assez marqué. Donc, il y a une squelettisation. On va, action numéro 1, augmenter la pommette pour lui redonner le volume perdu avec un tissu, avec un acide hyaluronique de cohésivité importante. La décision 2, c'est refaire la forme, recréer une forme au niveau de l'ovale. La décision numéro 3, c'est traiter le menton qui est un peu rétru, on le voit bien de profil, et les lèvres qui sont en arrière. Vous vous souvenez de la ligne de Ricketts qui montre que les lèvres sont très en arrière. Mais comme vous avez une lèvre longue, on va éviter d'en mettre trop, sinon on va avoir quelque chose qui ne sera pas naturel. Mais le fait de rajouter au niveau de la pommette va donner une certaine force à la partie inférieure du visage, force qui a disparu avec le temps. Donc, l'idée d'injecter et les lèvres et le menton est essentiellement pour retrouver un plus grand équilibre au niveau du tiers inférieur. L'injection au niveau du cerne va être faite ainsi que dans la lèvre blanche inférieure. La lèvre blanche, c'est ça, pour lui apporter un support. Et enfin, les rides ici vont être injectées avec un produit très, très fin, avec une cohésivité très faible, communément appelé Skin Booster. Donc voilà une vidéo qui illustre comment on fait un dessin, on fait des marques, on regarde le support dentaire qui va nous confirmer l'appréciation que nous avons. Alors, pour éviter d'avoir mal, on fait une petite anesthésie locale au niveau tronculaire qui évite justement que le patient sente après. Voilà, c'est accéléré. Non, plus maintenant. Et donc, on injecte au niveau des lèvres. On demande au patient d'ouvrir légèrement la lèvre et puis avec une canule. Pourquoi on utilise une canule? Parce que ça permet d'éviter de blesser les tissus qui peut être occasionné avec une aiguille qui est dont le bout est plus pointu et qui peut blesser un petit vaisseau. Alors, ce n'est pas très grave en soi-même, sauf que ça peut entraîner des bleus et quand vous avez des bleus, ça peut durer quelques jours. Et puis aussi, si jamais vous créez un petit bleu pendant votre injection, vous perdez une vision de l'équilibre du visage puisque vous allez avoir une tuméfaction à un endroit qui vous enlève vos repères. Donc voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Et on n'en fait pas beaucoup, hein. On augmente légèrement la lèvre rouge et on va surtout traiter l'arc de Cupidon. Hein. L'arc de Cupidon, c'est ce bourrelet qui va permettre de briser la ride qui va de la lèvre blanche à la lèvre rouge. On fait la même chose dans la partie inférieure. On va raccourcir un peu, voilà. On a travaillé ça. Maintenant, on va travailler la lèvre blanche. Vous voyez, on injecte dans la partie blanche et puis on travaille la pommette pour redonner
En fait, l'idée, c'est de venir injecter la partie haute et venir rattraper le bas pour que le bas se marie de façon plus harmonieuse avec le haut. Alors là, par cette petite injection, nous allons traiter et augmenter la ligne de la mandibule, qu'on appelle l'ovale, et le fait de la structurer va nous permettre d'avoir quelque chose de plus harmonieux. Et puis de là, on peut même aller sur le menton. Alors, comme c'est une séance où il y a beaucoup de produits, à l'inverse de celle-ci, c'est la deuxième séance où on fait une retouche. Ici, vous voyez qu'on va travailler à l'aiguille. La première, comme on va être vraiment distribué partout, on va plutôt travailler à la canule. Et puis la deuxième, on peut se permettre de jouer avec une aiguille. Voilà les résultats. On voit bien que ce visage est plus harmonieux après la première séance uniquement. Et si on va dans les détails, on voit bien qu'on a quand même apporté ce support qui va faire que les rides vont être bien améliorées, les lèvres un peu mieux distribuées, et l'ovale, alors bien sûr, elle mériterait d'avoir un lifting, mais comme ce n'est pas le sujet, vous voyez que le fait d'avoir retravaillé le menton et l'ovale donne l'impression d'avoir créé une tension. Voilà une autre patiente de face et de trois quarts. On décide de travailler au niveau des pommettes et au niveau de l'ovale. Voilà le résultat qu'on obtient. On a un visage qui est plus harmonieux, un peu plus harmonieux, oui, parce que la biométrie frontale montre que le visage est plus large, aussi bien au niveau de la pommette qu'au niveau de l'ovale. Et la profiloplastie montrerait aussi que le menton a une meilleure projection. Alors, on peut aussi injecter la région qu'on appelle l'arcade supérieure, qui se creuse avec le temps et qui va donner une profondeur au regard. De la même manière, on va pouvoir injecter le cerne qui va apporter, qui va traiter cette dépression que l'on trouve dans cette région. La façon dont on injecte aussi l'ovale et le menton. Et voilà un cas d'une patiente qui ne voulait absolument pas de lifting. Et pourtant, l'indication, elle est majeure. Et je prédisais un excellent résultat, mais c'était, de son point de vue, impossible d'accéder à la chirurgie. Elle refusait de le faire. Donc, on a décidé de faire une injection, l'injection au niveau de l'ovale et l'injection au niveau du menton. On a mis quand même pas mal de produits. Et voilà le résultat qu'on obtient. Donc, malgré tout, on a l'impression d'avoir un lifting. Alors, malheureusement, ça ne va tenir qu'un an, puisque la durabilité des produits dure le temps de la résorption, qui est entre 9 mois et 1 an. Mais quand même, le fait de travailler avec des volumes va permettre, à travers les volumes globaux du visage, d'apporter une harmonie nouvelle. Voilà une autre patiente, on voit très bien ce relâchement qui est aggravé par la dépression qui est ici. Et justement, c'est ce qu'on va faire, on va traiter cette dépression et voilà le résultat que l'on obtient. On a l'impression d'avoir une retention de cet ovale alors qu'on a traité que la dépression. Alors, encore une fois, je réinsiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'aime bien insister. La standardisation, c'est-à-dire la façon de faire toujours la même chose pour tous les patients, nous amène à des résultats qui ne sont pas naturels. Et c'est pour ça que la toxine botulique doit être prise avec beaucoup de clinique, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre comment les muscles bougent, comment ils se sont modifiés avec le temps pour justement avoir le bon dosage, la bonne indication et le bon traitement. Alors, ben voilà comment ça se passe, comment un médecin analyse. Il analyse les muscles au repos du front, de la glabelle, c'est-à-dire le front en contraction de la glabelle, le front dans l'élévation et dans le sourire pour la patte doigt. Et de là, on détermine les doses qui vont être distribuées au niveau des muscles. Et on ne doit pas toujours faire la même chose. On doit adapter en fonction des besoins. Ce qui permet, ça c'est de la toxine botulique pure, il n'y a pas de, il y a pas de volume. Et bien, avant et après, on voit bien qu'on a une amélioration au niveau de l'aspect même de la peau, mais des rides, là et là. Même le sourcil
a pris une forme plus harmonieuse. Et lors de l'expression, on voit bien qu'il y avait beaucoup de rides qui étaient marquées, et là, les rides sont moins importantes. Un autre cas où on voit le résultat plus harmonieux, un résultat aussi plus harmonieux que de la toxine botulique au niveau du regard. Alors, ma petite assistante Sophie, pour ceux qui sont des patients habitués du cabinet, connaissent Sophie. Et Sophie, elle est belle, elle n'a besoin de rien, sauf qu'elle se plaint d'un gummy smile, c'est-à-dire d'un sourire gingival. Et aussi, elle se plaignait des rides du lion, hein, de la glabelle. Et donc, voilà le projet que l'on se donne. On injecte les rides de la glabelle, on injecte les rides de la patois, on n'injecte pas les muscles du front pour laisser le sourcil se relever, on injecte les muscles qui sont responsables du gummy smile, et voilà le résultat. Alors, est-ce qu'elle est plus jolie? Je la trouve toujours très jolie, donc c'est pas ça qui va la rendre plus belle. Mais par contre, ce qui devait être traité a été traité. C'est-à-dire que le gummy smile a disparu, c'est-à-dire que le sourire gingival a disparu, et que son sourcil est un peu plus haut. Enfin, elle a la beauté de la jeunesse, donc j'ai joué avec elle, mais j'évite de trop jouer. Elle aussi d'ailleurs. Là, on revient au volumateur, aux acides hyaluroniques. Donc, une pommette qui est un peu creuse avec le temps, on injecte un acide hyaluronique et on a un résultat immédiat. Ça se voit de suite, hein, immédiatement. Alors que la toxine botulique, il faut 1 semaine ou 2 pour que le résultat intervienne. Voilà une tempe creuse. Une tempe creuse donne l'impression d'abord d'un visage creux, numéro 1, donne l'impression d'avoir un sourcil un peu plus bas, numéro 2, et donne de l'étroitesse à la partie supérieure du visage. Une injection, et ça, immédiatement après, on a le résultat, sans hématome, si on n'a pas piqué une veine, ce qu'il faut s'efforcer de ne pas faire. Et du coup, le sourcil paraît plus haut, hein. Si vous regardez bien le sourcil ici, il paraît plus haut qu'ici, alors qu'il n'a véritablement pas changé de position. Ça illustre bien que le visage, c'est un trompe-l'œil, c'est une question d'équilibre. C'est les histoires des ronds pleins et des ronds creux, et on a l'impression que les ronds creux, c'est plus grand, mais c'est la même chose. Donc, il faut jouer avec ces trompe-l'œil pour arriver à avoir des équilibres que l'on dit naturels. Donc, je suis allé un peu vite, mais quand même, ça fait presque 40 minutes que nous sommes ensemble, plus même. Et donc, il est le temps de ma conclusion, que vous avez bien compris. La reconnaissance faciale se fait avec 50 caractéristiques. On n'est pas capable de les analyser tous, mais le fait de comprendre que nous avons des traits et que nous avons des caractéristiques de la peau, des cheveux, qui font notre identité, et que c'est cela que le médecin va prendre en compte pour éviter les résultats pas naturels. Car notre guerre, c'est des résultats pas naturels. Ce n'est pas bien pour le patient, ce n'est pas bien pour le médecin. Donc, il faut que nous éduquons nos patients à respecter cette vision des choses, et ne pas laisser entraîner d'aller trop loin. Et en fait, l'analyse, la façon dont on voit un visage va tenir de ces 4 niveaux qui appartiennent à l'arbre décisionnel. C'est la peau, comme elle est, le mode de vieillissement, comme elle se produit, quelle est la structure du visage, en se basant par les structures osseuses de la face et par les différents points de raffinement qui vont permettre d'améliorer ce visage. Voilà, la conclusion est dite, on revient et il est temps de passer aux questions. Nous avons un premier spectateur qui me dit: vous a-t-il refusé une injection car seul le lifting est préconisé? C'est une bonne question.
Elle soulève d'abord une question de fond. Le médecin n'est pas un commerçant. Je répète, le médecin n'est pas un commerçant. Ça veut dire que le médecin, dans sa première démarche, c'est de faire un diagnostic et de proposer le traitement le plus adapté à son patient. Donc, si une injection n'est pas bien indiquée, ça ne sert à rien de faire une injection et de lui dire, même s'il n'y a pas de lifting préconisé, c'est de lui dire l'injection ne sera pas bonne pour vous parce que ce n'est pas ça dont vous avez besoin. La deuxième chose, c'est vrai que s'il y a un traitement plus efficace qu'un autre, ben, il vaut mieux dire au patient allez, directement au traitement le plus efficace. Donc voilà, donc il faut dire tout simplement, le médecin ne doit pas survendre, il ne doit pas vendre, il doit dire les choses comme elles sont et aider son patient à trouver le bon chemin. La deuxième question, c'est à quel âge préconisez-vous de commencer les injections? C'est une question difficile parce qu'elle fait aussi appel à la morale. La médecine et la chirurgie esthétique, c'est une médecine de confort. Ça veut dire qu'elle n'est pas obligatoire et elle est aussi quelque part intrusive. Donc, dans le primum non nocere, le médecin doit se poser la question, toujours, est-ce que mon action est utile aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas négative pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est-à-dire que l'action du médecin ne doit pas être délétère. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tendance à pousser les jeunes adultes à vouloir faire des traitements médicaux, parfois avec deux argumentaires, celui de la prévention et celui de l'amélioration pour ressembler à telle ou telle personne. Donc, encore une fois, il faut éviter de dénaturer, surtout chez les adultes jeunes, parfois un peu immatures, de dénaturer leur visage parce que ça n'apportera rien dans la construction de leur personnalité. Donc, il ne faut pas leur dire non, il faut les accompagner. Alors, dans la prévention, si l'acte de préventif est délicat, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas plus que la prévention elle-même, oui. Par exemple, si vous avez des muscles qui ont tendance à être hypertoniques au niveau du regard, à 25 ans ou à 30 ans, un peu de toxine botulique, une fois par an, pas plus, va permettre d'éviter qu'il y ait des rides profondes qui apparaîtront avec le temps. Deuxième exemple, si vous avez une ride profonde qui apparaît très jeune, qui n'est pas une ride d'ailleurs, mais plutôt une dépression, on peut la corriger. Si vos lèvres sont vraiment très fines, on peut les augmenter. Mais vous voyez bien l'histoire de la lèvre, entre une lèvre fine qu'on améliore pour avoir un peu plus d'harmonie dans un visage, d'une lèvre normale devenir très grosse, ben, il y a un monde, le monde de la morale, et le médecin en général refuse de le dépasser. L'autre question, c'est pour les hommes, les rides. Attendez, excusez-moi. Pour les hommes, les rides apportent parfois du charme. Pourquoi pas chez les femmes? Pas chez les femmes. Bon. Spectateur anonyme qui pose la question, je m'inscris en faux. La première chose, oui, que j'ai envie de dire, c'est pas vrai, c'est pas une question de sexe. Il n'y a pas de raison qu'un traitement médical, quel qu'il soit plus performant chez l'homme ou chez la femme. Par contre, derrière, ce que je pressens, c'est que vous voyez des femmes trop refaites, trop injectées. Et donc, effectivement, là, il n'y a aucun charme à avoir des trop grosses pommettes ou d'avoir des trop grosses lèvres ou d'avoir, peu importe. Donc, encore une fois, ce n'est pas le sexe qui fait que votre résultat sera bien ou moins bien, c'est la façon dont vous traitez votre visage. Alors, puisque vous parlez de charme, laissez-moi ouvrir une petite fenêtre dans laquelle j'ai bien envie de m'engouffrer, parce qu'elle est passionnante. Le charme, ce n'est pas la forme du visage. Vous pouvez prendre le plus beau visage au monde, s'il ne s'anime pas, il n'apportera aucune émotion. C'est-à-dire, vous restez neutre. Et vous pouvez avoir le visage le plus difficile à regarder. Je suis caricatural, excusez-moi, mais Mère Teresa n'avait pas un visage
particulièrement gracieux. Pourtant, dès qu'elle ouvrait la bouche, dès qu'elle disait quelque chose, elle créait une émotion certaine chez les auditeurs qui tombaient sous le charme. Donc, encore une fois, le charme, ce n'est pas le fait d'injecter un visage statique. Le charme, c'est permettre à quelqu'un de pouvoir se libérer des freins qui lui permettent de pouvoir avoir de l'empathie, de l'amour-propre, etc., qui lui permettent de pouvoir s'exprimer. Donc, voilà pour la question sur les hommes et les femmes. Comment conseillez-vous vos patients lorsque vous présentez… Ah oui, je vais reformuler, excusez-moi la question, c'est qu'est-ce que je fais quand je pressens qu'elles vont tomber dans l'excès, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une demande exagérée, et la deuxième question qui est derrière, c'est comment traiter l'addiction. Alors, pour gérer, c'est très simple. Une patiente, du moment où vous expliquez clairement ce que vous percevez en tant que médecin, que vous avez compris sa démarche, c'est-à-dire que ce que vous percevez de la patiente, de qui elle est, ce qu'elle attend, quelle est sa personnalité. Une fois que vous avez bien compris la demande du patient, du coup, vous avez un programme qui est établi et vous n'en sortez pas. Et vous acceptez de faire un traitement que si vous avez un accord. C'est-à-dire que le patient, quand il va être, ou la patiente bien évidemment, quand il va avoir son traitement, c'est en pleine connaissance de son traitement. Il va être adhérent à son traitement. Donc, si elle en veut plus, alors que moi je pense que ce n'est pas bien d'en avoir plus, je mets un frein. Et si elle n'est pas d'accord, il vaut mieux ne pas faire. Et pour le médecin, et pour le patient. Donc, c'est un accord entre deux. Ce n'est pas le médecin qui, d'autorité, dit. Deuxièmement, pour l'addiction, c'est pareil. Hein, l'addiction, c'est quoi? C'est que je me trouve belle et puis je suis très heureuse et puis quelques jours ou quelques semaines après, hop, mes problèmes me rattrapent et je me sens plus malheureuse et je reviens, essayant de rechercher, telle une drogue, un mieux-être. C'est au médecin d'essayer de comprendre le mal-être qui anime cette demande d'addiction et de savoir y répondre avec doigté, c'est-à-dire que dire non, c'est une offense. Hein, dire non, c'est je suis le grand chirurgien et je dis non parce que moi j'ai décidé que je ne veux pas. C'est pas ça, c'est accompagner son patient, l'aider à comprendre pourquoi l'addiction ou le trop n'est pas bien pour elle ou pour lui. Autre question, en tant que médecin, comment gérez-vous les patients qui multiplient les injections chez plusieurs confrères? Comme on est libre, je n'ai pas le droit de décider si il décide de voir plusieurs confrères. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est plus compliqué quand on va prendre un exemple pour qu'on se comprenne bien. Vous dites à une patiente, mon cadre d'injection, il est comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Elle vous dit non. Elle part, elle va voir un collègue, imminent collègue, peu importe, mais qui a une autre vision du monde. On a chacun une vision différente. Et puis elle revient me voir en me disant, mais moi j'aimerais plus. À ce moment-là, je lui dis, il vaut mieux qu'on reparte à zéro et qu'on rediscute. Mais je ne vais pas surenchérir sur un collègue, c'est ridicule. Autre chose encore, c'est la gestion des complications, qui est un autre problème, et où il faut être très confraternel pour justement, dans un but ultime, c'est aider son patient à sortir des problèmes, parce que les injections peuvent amener à des complications parfois dramatiques. Donc, il faut bien gérer ça. C'est très, très important. Donc, une patiente, on appelle ça dans notre jargon le tourisme médical, c'est-à-dire qu'elle va voir un peu tout le monde et s'exerce un peu au son de chacun pour voir, c'est pas très bon parce qu'on surajoute des couches et à force d'ajouter des couches, on ne sait plus où on en est. Alors, j'ai les cernes bleues, peut-on faire des injections afin de réduire les bleus? Alors, c'est une bonne question. Je vais répondre de façon brute. Si vous faites une injection d'acide hyaluronique sur des cernes bleues, vous aggravez le bleu. Donc maintenant, il faut revenir à l'analyse. Pourquoi on a des cernes bleues? Ça peut être dû à une peau très fine, sur une dépression à l'endroit du cerne. Ça peut être dû à une hypervascularisation veineuse qui donne du bleu.
Ça peut être dû à un phénomène lymphatique, c'est-à-dire une rétention lymphatique qui, comme beaucoup d'eau, va être retenue au niveau du cerne. Ça va créer une couleur bleue, comme de l'eau transparente dans une piscine qui devient bleue. C'est les phénomènes j'arrive plus à parler. Bon, quand la lumière traverse l'eau, elle change ses longueurs d'onde et donc prend une autre couleur. Donc, l'injection pour un cerne bleu n'est pas forcément la bonne méthode. Il y a des méthodes d'injection de produits qui améliorent la couleur, mais franchement, c'est quand même des situations un peu graves. On peut tenter les PRP, c'est-à-dire les injections de plasma, qui peuvent améliorer, en améliorant la trame collagénique, améliorer un peu la qualité de cette coloration, mais ça reste des cas difficiles. En tout cas, il faut d'abord faire une analyse complète pour savoir quelle en est la cause. Est-ce qu'elle est structurelle? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Et à partir de là, proposer des traitements adaptés. On continue les questions. Y a-t-il des différences de qualité entre les produits? Ben oui. D'abord, il y a des différences entre les laboratoires. Donc, il y a des grands laboratoires qui font beaucoup d'études, beaucoup de recherches pour déterminer la qualité de leur gamme. Comme je l'ai dit précédemment, on a plusieurs types d'acides hyaluroniques pour chaque compagnie. Et donc, ces laboratoires vont, faire du R&D, de la recherche et développement, pour développer des acides hyaluroniques de qualité, et surtout, ils vont faire ce qu'on appelle des études de recherche clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des centres. On en est un ici à la clinique. Nous avons un centre de recherche clinique où on évalue les produits. Alors, bien sûr, on vérifie avant d'injecter des patientes que ce sont des produits de qualité quand même, mais ça nous permet de voir la tolérance et de voir la durabilité, la longévité de ces produits. Et bien, ces labos, qui sont de grande qualité, n'ont pas peur, justement, de montrer la qualité de leurs produits et la durabilité. Et moins bien noté, un laboratoire qui n'a pas de R&D de qualité, donc qui n'investit pas dans son développement et qui ne fait pas d'études cliniques, c'est-à-dire que les patients sont eux-mêmes des cobayes, ce qui est insupportable. Donc, il faut recommander, les médecins en général le savent bien, n'utilisent pas des produits qui n'offrent pas une sécurité absolue. Donc, tous les produits qui viennent de l'étranger, dont on ne connaît pas l'origine, à bannir, c'est sûr. Et chaque compagnie fait une gamme qui va de 3 à 8 produits différents, 8 acides hyaluroniques différents, et qui vont avoir des fonctions différentes. Les uns pour aller vraiment sous la peau, pour la ride, pour le skin booster, des autres qui sont beaucoup plus profonds, plus voluméteurs, encore d'autres qui vont aller sur les lèvres parce que les lèvres, ça bouge plus et qu'il faut un produit qui ait une viscoélasticité suffisante pour justement bouger et pas avoir quelque chose de rigide. Une autre question encore, c'est quoi le prix d'une injection de Botox ou d'acide hyaluronique SVP? C'est demander le prix d'une maison. Ça dépend de l'architecte, ça dépend de la qualité de la brique, justement, de la qualité des produits. Alors, pour parler de nous, à la clinique d'Elmarn, il y a 2 tarifs. Il y a 360 € pour une injection de Botox ou d'acide hyaluronique ou 490. Et ça dépend du médecin. Autre question, est-ce que le Botox devient moins efficace quand on le refait régulièrement? Ça a souvent été, même les médecins l'ont cru et je l'ai cru, qu'il y avait une perte d'efficacité de la toxine botulique avec le temps. Alors certainement, il doit y en avoir, mais ce n'est pas la majorité. En fait, ce qui se passe, c'est que la première injection, elle est spectaculaire parce que vous passez de 0 à 80. On va prendre 80 comme un chiffre comme ça. Ce 0 à 80 montre une efficacité absolue de votre toxine botulique, de votre Botox. Mais quand vous le faites régulièrement et que vous revenez jamais à 0, que quand vous revenez, c'est à 20, 30 ou 40, eh ben, les injections qui suivent
vont donner moins l'impression d'avoir une aussi grande efficacité que la première. Et puis, plus vous en faites, et moins vous redescendez, et puis donc vous aurez de moins en moins l'impression que votre Botox est efficace. Et si vous l'arrêtez, parfois quand vous avez un doute, il faut l'arrêter, et c'est là où vous allez revenir à une situation presque basale. Il n'en reste pas moins, comme ça j'aurais répondu complètement à votre question, que dans certains cas, il y a des patients qui échappent à l'efficacité de la toxine botulique. Et dans ce cas-là, comme il y a plusieurs marques aussi, nous avons en France, sur le marché français, 5 toxines botuliques différentes, qui ont toutes des avantages et des inconvénients différents. Un, on arrête quand on a l'impression que l'on échappe, et deux, on essaye une autre molécule. Que pensez-vous des injections de Botox préventif? Je l'ai expliqué, à condition que ce soit bien contrôlé et qu'on ne rentre pas dans l'excès. Bonjour, quelles sont les contre-indications? La première contre-indication, alors, on va parler Botox et acide hyaluronique, qui sont deux choses différentes. Le Botox, c'est l'allergie à l'albumine humaine, qui est absolument exceptionnelle. Et donc, il n'y a pas de contre-indication, sauf les maladies, les myasthénies. Pourquoi? Parce que c'est une maladie du muscle. Donc déjà, le muscle n'est pas puissant. Si en plus vous injectez de la toxine botulique, vous aggravez ça. Donc, toutes les maladies qui entraînent des déficiences au niveau des muscles. Quant aux acides hyaluroniques, on a exceptionnellement, l'industrie pharmaceutique a fait d'énormes progrès là-dessus, a vraiment très rarement, on assiste à des allergies, on peut avoir des granulomes, mais la véritable, enfin, ce n'est pas une contre-indication, c'est une complication. En général, les maladies auto-immunes, on évite d'injecter des patients qui ont des maladies auto-immunes actives. Mais bon, par exemple, la maladie d'Hashimoto, qui est une thyroïdite, une insuffisance thyroïdienne, la maladie d'Hashimoto est une maladie auto-immune et ne reste pas une contre-indication pour les acides hyaluroniques parce qu'elle touche beaucoup de femmes et beaucoup de femmes se font injecter. Donc voilà. Et à la complication, les effets secondaires, c'est les bleus, donc il faut éviter de les avoir, mais on peut pas, on évite d'en avoir beaucoup. Il faut donc, malheureusement, on ne peut pas échapper, voilà. Mais si moins on en a, et mieux on se porte. Et la contre-indication majeure, c'est injecter le produit dans une artère, ce qui fait un bolus, qui fait un embole, et qui empêche la vascularisation d'une région du territoire. Ça reste rare, mais quand c'est présent, c'est dramatique. Pour éviter, c'est pour ça qu'on utilise des canules. Parce que la canule a beaucoup de mal à pénétrer dans l'artère, ça ne pénètre pas. Donc ça, c'est le premier point. Donc, il faut éviter, on peut les éviter en étant prudent et deuxièmement en injectant avec une pression très douce et en aspirant avant pour vérifier qu'on n'est pas dans une veine ou dans une artère. J'ai des rides horizontales du front, mais je ne suis pas particulièrement marqué par ailleurs. J'ai essayé le Botox, mais je n'aime pas le résultat figé malgré plusieurs tentatives. Je cherche désespérément une solution, même si je pense qu'elle n'existe pas. Bon. Agnès, puisque vous avez votre nom, la première chose, c'est qu'injecter les rides du front va lisser le front, mais la conséquence, c'est que le sourcil va tomber. Et donc, vous aurez un front lisse, mais des sourcils bas qui donnent un effet de chien battu ou un peu triste, on va dire, qui n'est pas forcément un résultat esthétique attendu. Donc, évitez l'acide hyaluronique, évitez le Botox si on ne peut pas compenser par les abaisseurs qu'on va libérer, enfin, pour justement permettre aux élévateurs de compenser. Donc, si vous faites que le front, oubliez, ça ne va pas marcher. Maintenant, vous me demandez, il y a une autre solution, il y en a peut-être une. C'est ce qu'on appelle la myomodulation, c'est-à-dire qu'on va injecter toute la région avec un acide hyaluronique de cohésivité moyenne, voire petite. Et le fait de restituer des volumes a été démontré dans, je dirais, 72%, si j'ai bonne mémoire, ça diminue l'action des muscles et donc la création de ces rides.
Donc, non seulement ça a un aspect volumateur sur les rides, mais en plus, ça diminue, ça module les muscles et donc ça diminue la contraction des muscles qui améliore la chose. Donc, vous avez été un peu trop pessimiste. Donc, il y a une solution. Je ne vous promets pas qu'elle marche, mais elle peut. Spectateur anonyme, quelle différence entre injection d'acide hyaluronique volumateur et skin booster? Est-ce que le skin booster est préconisé pour améliorer la peau ou la perte de volume du visage? Alors, petite explication, les volumateurs créent du volume et en général, on les met en profondeur. Pourquoi? Parce que c'est des gros acides hyaluroniques et que si on les met en superficie, on les sent. Et skin boosters sont des acides hyaluroniques de petite taille, donc c'est des petites molécules qui, comme leur nom le dit, c'est pour booster la peau. Ça veut dire quoi? Alors, je vais faire une petite explication. Quand on vieillit, notre tissu graisseux se modifie. Il perd de sa densité. Et au niveau de la peau, sous la peau, on a une sorte de matelas de tissu graisseux qui est là, qui fait cette plénitude de la jeunesse d'ailleurs. Quand on vieillit, on perd ce matelas. C'est pour ça qu'on l'a bien vu avec Clint Eastwood, il est devenu ridé parce qu'il n'y avait que la peau. Et donc la peau se met à rider. Pour retrouver un peu de ce matelas graisseux, on fait soit de la graisse, c'est-à-dire du lipofilling, on réinjecte de la graisse dans le visage, mais c'est une intervention chirurgicale que l'on fait en bloc, qui n'est pas facile, soit on fait un skin booster, c'est-à-dire qu'on va napper sous la peau ce produit pour repulper la peau. Donc, c'est un effet, comme c'est une pompe à eau, ça va permettre de réhydrater la peau, et puis ça recrée ce matelas. Donc, il est volumateur, mais c'est un volumateur doux, ce n'est pas un gros volumateur, ce n'est pas un vrai volumateur. Et deuxièmement, pour répondre à votre question, est-ce que ça traite les pertes de volume du visage? Qu'une partie, que la partie superficielle. Mais si vous avez perdu du volume dans la totalité du visage, il faudra aussi traiter en profondeur. Pensez-vous que la pose de fil danseur peut avoir un effet sur le fox eyes? Ça veut dire les yeux en amande. Peut avoir l'effet fox eye, peut paraître naturel. Est-il possible d'utiliser cette technique pour atténuer les rides et si le botox n'est pas suffisant? Alors, je vais essayer de reformuler la question. Le fox eye, c'est les yeux en amande. Ces yeux en amande se perdent avec le temps. Ça veut dire que l'œil devient un peu plus rond et c'est vrai que le fait de le restituer modérément, hein, vous voyez que le mot le plus important, c'est la tempérance. C'est que si vous faites les yeux en amande comme ça, je suis désolé, c'est pas très beau. Ça fait même pas chinois, ça fait celui qui s'est fait des yeux en amande et qui n'accepte pas le fait de vieillir. Vraiment, ça fait. Et le mec, le patient qui se fait ça, il se retrouve dans l'état de vieux beau, ce qui n'est pas forcément un titre très élégant. Donc, restituer l'œil en amande qui est perdu avec le temps est une bonne chose. On le fait, on le réalise quand on fait notre chirurgie, notre lifting, notre chirurgie des paupières, on restitue l'effet, on restitue l'œil en amande qui a disparu, l'œil rond, hein, on améliore l'œil rond. Avec l'acide hyaluronique, avec deux points très proches du canthus, hein, du coin de l'œil, on peut aussi y arriver et l'améliorer. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire avec des fils? Je n'ai jamais vu de beaux résultats naturels. Pourquoi? Parce que quand un fil, c'est quoi? C'est un fil cranté, c'est une sorte de fil barbelé. Comme ça, au moins, on sait de quoi on parle. Il y a des petits crans. Et ces crans, vous tirez une partie des tissus, vous l'accrochez un peu plus haut. Mais vous voyez bien que pour avoir l'œil en amande, vous allez attirer beaucoup de tissus. Et donc, si vous avez une traction plus importante ici qu'en bas, vous avez quelque chose qui n'est pas harmonieux. Vous avez une traction plus à un endroit qu'à un autre. Donc, pour répondre à la réponse du fil et des yeux en amande, je ne crois pas. Très franchement, je n'y crois pas. Ce qui permet de l'améliorer, c'est le Botox. Un peu le remplissage si vous avez beaucoup de creux, parce que du coup, vous recréez un support de la paupière inférieure. Mais je ne crois pas que l'attraction est quelque chose qui soit pérenne dans le temps.
Agnès revient. Elle me dit, je suis douillotte et j'ai par ailleurs extrêmement peur des injections et encore plus de la canule. Une anesthésie est-elle possible pour les injections avec la canule sur le menton et sur le front? Alors Agnès, j'ai deux bonnes nouvelles. D'abord, nous faisons presque toujours des anesthésies tronculaires, ce qu'on dit tronculaire, c'est-à-dire c'est les grandes émergences du nerf sensitif en haut et en bas, qui fait que vous avez une anesthésie complète de la région, comme chez le dentiste, dont vous ne sentez rien, sauf dans quelques zones qui peuvent être un peu plus sensibles. Et nous avons un produit magnifique qui est le gaz hilarant, appelé le Calinox, protoxyde d'azote, oxygène moitié pour moitié. Et donc, du coup, vous déconnectez. Parce que qu'est-ce que ça veut dire je suis douillet ou je suis douillette? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'émotionnellement, j'ai peur d'avoir mal et que le fait d'être émotionnellement préparé à avoir mal, vous avez mal. C'est la règle. Donc, les dépressifs ont plus mal que les gens qui sont heureux de vivre. Ça ne veut pas dire que les douillets sont dépressifs. Parce que j'ai dit, c'est globalement ceux qui ont une humeur plus basse ont plus mal parce qu'émotionnellement, ils se préparent à avoir mal. Et quand on se dit douillet, pour quelque raison que ce soit, même si on est de très bonne humeur, eh bien, on aura plus mal que les autres. Et le fait de prendre ce Calinox va diminuer ce phénomène douloureux. Et j'ai une deuxième bonne nouvelle, une troisième, pardon, c'est que nous avons Sophie. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté un joli visage. Or, Sophie fait des massages pendant l'injection qui permet aux patients d'avoir de l'agrément et pas du désagrément. Donc, nous revendiquons à la clinique essayer de faire des traitements les plus agréables possibles pour éviter les désagréments. J'ai aussi un retour de Jonathan. Que pensez-vous de l'acide hyaluronique présente dans les crèmes de soins? Est-elle vraiment efficace? Oui, elle apporte un peu d'efficacité. Le problème, c'est qu'elle reste très superficielle et que pas toutes les peaux l'acceptent. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une couche cornée très épaisse, elle ne va pas pénétrer et elle va faire une pompe à eau et va déshydrater la peau. Donc oui, elle peut être efficace, elle apporte quelque chose. Souvent, il faut préparer la peau en avant pour qu'elle ait en amont pour avoir une meilleure efficacité. Et elle n'a pas une efficacité miraculeuse, ça c'est sûr. Mais c'est comme tout, une crème, c'est mieux que pas de crème. On voit bien les patients qui ont fait des soins cosmétiques tout au long de leur vie ont des qualités de peau meilleures que celles qui ne l'ont pas fait. Alors Isabelle, bonsoir cher docteur, pardon. Votre bonnet d'accord. Ah oui, je n'avais pas réalisé. Bon, donc j'efface les noms. Peut-on combler un cerne ou des rides de la paupière inférieure? Oui. Les rides de la paupière inférieure, c'est... alors, je lis la question. Si oui, y a-t-il un risque que l'acide hyaluronique provoque ultérieurement une poche de rétention? Oui. C'est mon cas, sous l'œil est apparu 2 ans après une injection d'acide hyaluronique. Alors, on va séparer le cerne et l'acide et les rides de la paupière inférieure. Le cerne, c'est une zone où il y a une dépression dans la jonction entre la paupière inférieure et la joue. Donc la peau, c'est la jonction d'une peau de qualité différente. La peau est très fine. Donc si vous injectez un acide hyaluronique qui est une pompe à eau de façon trop importante, vous allez avoir deux effets négatifs. Le premier, c'est que ça va être trop bombé, plus que souhaité. C'est pour ça qu'il faut injecter la moitié de ce que vous voulez, quitte à réinjecter un mois plus tard un complément. Et le deuxièmement, vous allez avoir un effet Tyndall, c'est-à-dire une coloration par le fait que l'acide hyaluronique est en plein d'eau, ça va faire l'effet de la piscine. Comme la peau est fine, vous voyez à travers et vous voyez cette coloration bleutée. Donc oui, aujourd'hui même, il y a une petite combinaison qu'on commence à pousser un peu plus parce qu'on voit des résultats assez, j'allais dire spectaculaires, ce n'est pas un mot que j'aime, mais assez efficace. C'est mélanger acide hyaluronique. Alors, il faut des acides hyaluroniques très particuliers pour le cerne. Il n'y a vraiment que 3 ou 4 produits dans le marché qui sont bons pour l'acide hyaluronique. Je parle de tout le marché. Et on le combine avec le plasma, le PRP, c'est-à-dire c'est une prise de sang et on récupère une partie de votre sang où il y a des facteurs plaquettaires qui permettent justement
d'avoir une bonne intégration de votre acide hyaluronique. Quelle action a le traitement de l'injection? Je n'ai pas compris. Quelle action a le traitement par l'injection d'acide polylactique? Ah, oh là, c'est un. L'acide polylactique, c'est. Si vous pensez, j'ai un petit trou de mémoire parce que je me suis fait surprendre. Je pense que c'est un inducteur. Je suis en train de chercher pour ne pas répondre à côté. Alors, je pense que c'est un inducteur tissulaire. Ah oui, pardon. Voilà. Excusez-moi. Je me suis fait piéger parce que c'est le Newfield. Pour ça, je me disais, mais je connais ça, mais je connais depuis 25 ans le Newfield. Je ne l'ai jamais utilisé parce que je n'ai jamais cru que c'était un bon traitement. Il a d'ailleurs été mis dans une voie de garage parce qu'il a été pris en charge par la Sécu pour les personnes VIH, hein, qui se creusent beaucoup. Et donc, c'était le seul produit pris en charge par la Sécu. C'est donc, je vous confirme, un inducteur tissulaire. Et aujourd'hui, il a tendance à vouloir revenir sur le marché. J'ai un avis négatif. J'ai demandé au laboratoire de faire des études cliniques parce que c'est la seule façon de pouvoir avoir une réponse définitive. Mais a priori, on a un effet, c'est un aspect plutôt négatif sur ce produit. Mais l'avenir va nous répondre. Et c'est bon parce que j'ai deux questions sur le Newfield ou le Sculptra. Newfield, Sculptra étant le même produit, étant l'acide polylactique. En fait, aujourd'hui, en inducteur enzymatique, ce ne serait pas mon premier choix. Mais peut-être que je changerai d'idée quand je verrai des études qui me montreront le contraire. Dans les exemples, quelle est la fourchette? On me demande quelle est la fourchette du nombre d'injections. C'est très compliqué. Je ne peux pas répondre parce qu'il y a eu des personnes qui ont eu presque 12 seringues injectées et d'autres qui n'ont eu que 2, voire une. Donc, je ne peux pas répondre. On va dire c'est la fourchette maximale, hein, de 1 à 12. Et quand c'est 12, c'est en 3 séances. Et quand c'est une seule séance avec toujours ce qu'on appelle on observe, on évalue la qualité du résultat. On est très à cheval là-dessus. Et on veut vérifier que notre action ait été bénéfique. Prévoyez-vous de faire un autre webinaire pour parler des cas où vous préconisez de la chirurgie plutôt que des injections? Oui, c'est promis, on parlera de la chirurgie du rajeunissement, qui comprend les mini-lifts, les lifts, mais c'est un vaste sujet parce qu'il y a les paupières, il y a tellement de choses à dire sur la chirurgie qu'il y aura plusieurs webinaires. Mais en tout cas, un premier webinaire qui va montrer ce que vous dites, c'est quelle est la frontière entre je dois me faire une chirurgie ou vaut mieux faire des injections. Mais la meilleure réponse, je vous promets, ce n'est pas le webinaire, c'est la consultation. Allez voir votre médecin chéri et je suis sûr qu'il vous guidera avec beaucoup d'attention et beaucoup de prévoyance. Voilà, je vous remercie tous. On est arrivé au bout de toutes ces questions. Il y en a eu quand même 22. Ça me touche que vous ayez été tous présents. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci.